il y a des photos de quelques tableaux dans votre livre. Il y a Vénus, il y a des grands portraits à la manière de Velázquez. Enfin bon, vous vous en souvenez parce que vous êtes féru de peinture italienne. Mais à quel âge vous avez découvert Titien? C'est toujours intéressant parce que derrière le même mot, on peut mettre des réalités diverses. Je me souviens très bien de la première fois que j'ai vu Titien. J'ai un doute sur l'année, il y a eu une très très grande exposition Titien au Louvre en 91 oui. Ou 92 peut-être, oui. Qui a donné lieu à un exceptionnel catalogue d'une ampleur vraiment grandiose. Je l'ai retrouvé dans ma bibliothèque. Oui. J'étais très content. Ah, ben ça m'a permis de préparer l'entretien. et j'ai pas aimé. Voilà. Oui. J'ai vu cette exposition qui était une des premières grandes expositions italiennes, des grandes expositions parisiennes. Vous savez, maintenant les expos, elles font des centaines de milliers de visiteurs. Là, c'était une des premières. J'y suis allé et vraiment, j'ai trouvé ça sombre, difficile à. Moi, j'ai pas aimé, voilà, soyons simples. J'aimais déjà beaucoup Piero da Francesca à l'époque, par exemple, Michel-Ange, mais ça ne m'a vraiment pas parlé. Et j'ai eu la réponse, en fait, des années plus tard, grâce à Delacroix, qui disait, alors je dis pas que c'est une vérité absolue, mais en tout cas, ça l'était pour moi, Titien n'est pas un peintre pour jeunes gens. Ah. C'est pas un peintre pour jeunes gens, il est d'une intelligence, d'une complexité. Il faut avoir une certaine maturité. Donc, ma première rencontre avec Titien, j'avais 20 ans, et j'ai pas compris, voilà, et c'est moi qui avais tort, en tout cas c'était comme ça. Et ma deuxième rencontre, ça a été vers 35 ans, et il y a eu une série de rencontres jusqu'à il y a une dizaine d'années, où là, je me suis plongé dans Titien, et ça fait 10 ans en fait que je vis avec lui. Alors voilà ce que vous écrivez dans l'introduction. S'il fallait qualifier ce qui est le plus extraordinaire chez lui, on serait bien embarrassé. Est-ce sa longévité? Je rappelle son année de naissance, 1488, et il meurt en 1576. Est-ce donc sa longévité, sa productivité? Il y a quoi? 500 tableaux? Oui, c'est ça. À peu près, hein? Ouais. Son savoir-faire ou son inventivité. Si l'on devait toutefois retenir une seule chose, ce qui fait sans doute de lui, avec Picasso, l'un des peintres les plus exceptionnels de tous les temps, ce serait la conjonction de la durée et de l'envie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une idée qui m'est parue une évidence. Ça va peut-être vous surprendre, mais je lisais le journal L'Équipe et je lisais une analyse de Mats Wilander. Vu l'âge de l'auditoire, vous êtes comme moi, vous connaissez Mats Wilander, les plus jeunes ne le connaissent peut-être pas, mais pour nous c'était un grand champion de tennis. Et il était interviewé, c'était il y a 4 ans, on disait mais qu'est-ce qui vous épate le plus chez Roger Federer, qui à l'époque n'avait pas encore pris sa retraite. Il dit ce qui m'épate le plus chez Roger Federer, c'est pas son intelligence du jeu, c'est pas sa capacité d'adaptation à la surface, au climat, à l'humidité, c'est pas son revers à une main, c'est qu'il a 38 ans et qu'il a encore envie. Et Wilander disait, poursuit en disant tous les grands champions, un jour la lumière s'éteint. Et il dit moi elle s'est éteinte à 23 ans, j'avais gagné 7 tournois du Grand Chelem, j'étais numéro 1 mondial et je me suis dit pourquoi continuer? Et il a encore continué 7 ans et il a dégringolé dans le classement. Et je pense que cette analyse sur les très grands sportifs, sur les grands champions, elle peut s'analyser également chez les artistes, qu'ils soient peintres, qu'ils soient écrivains, etc. La création, c'est ce qu'il y a de plus fatigant, c'est épuisant. Tous ceux parmi vous qui soit se souviennent de leur dissertation lorsqu'ils étaient au lycée, soit ont pu écrire des articles, des livres, etc. Ou de leur premier tableau. Ou de leur premier tableau, s'il y a des artistes parmi vous. La création, c'est ce qu'il y a de plus épuisant. Donc, parmi les plus grands créateurs, je vais en citer un, Botticelli, il se survit presque 15 ans. Il est en pleine santé, mais il ne crée plus rien d'intéressant, presque plus rien pendant les 15 dernières années. Donc vous pouvez prendre les grands champions, les grands écrivains, les grands peintres, les grands sculpteurs. À un moment, la lumière s'éteint, et donc soit on se tait, soit on reproduit de manière un peu mécanique les choses qu'on a déjà faites auparavant. Et bien Titien, 1506, premier tableau daté de lui 1576 lorsqu'il meurt, les pinceaux à la main, pendant 70 ans. 70 ans. Il se réinvente sans cesse. C'est ça, je voulais lire le passage. Frédéric, c'est
En dépit de la domination sur la peinture vénitienne, Titien sait se réinventer sans cesse et sa carrière connaît une succession de périodes à la fois fort différentes et très fécondes. Il passe ainsi de la lumineuse manière giorgionesque de sa jeunesse à un assourdissement progressif des lumières et des couleurs, adoptant à la fin de sa vie des pinceaux aussi gros qu'un balai de sorcière. Il peint même avec les doigts, finissant par entretenir avec la peinture à l'huile la même relation que Michel-Ange. Il peignait avec ses doigts à la fin de sa vie. À la toute fin de sa vie, c'est ça qui est assez fascinant. Il y a chez Titien toute une série de tensions, là encore comme chez chacun d'entre nous, sauf que peu d'entre nous sont artistes. Et ces tensions, c'est par exemple chez Titien la tension entre une espèce de force vitale exceptionnelle qui se traduit par, c'est pour ça que le sous-titre, j'ai appelé ça « Peindre la saveur du monde », parce que c'est un peintre du plaisir charnel, du plaisir de la compagnie, du plaisir de la discussion, du plaisir de l'intelligence, et en même temps, il a une espèce de vision de la dureté du monde. Nous savons aujourd'hui, nous vivons dans un monde de plus en plus dur, hein, nous sommes sortis de quelques décennies qui pas pour le monde entier, mais pour des pays comme les nôtres, étaient quand même des décennies qui étaient relativement tranquilles. Donc on voit ce que c'est que le monde dur. Imaginez ce que c'est que le monde du XVIe siècle, à tout point de vue, au point de vue de la santé, au point de vue de la violence quotidienne, au point de vue de la violence militaire, etc. Et donc Titien est fasciné par ça. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je comparais au départ à la luminosité de Giorgione, et je vais revenir à votre question, hein, que je n'ai pas perdu de vue, sur les peindre avec les doigts. Il y a chez Titien une tentation du noir, et c'est pour ça que je dis qu'il assourdit progressivement. Si vous, en rentrant chez vous, vous sortez les livres que vous pouvez avoir sur la peinture italienne, ou vous allez regarder sur internet Giorgione, vous verrez, vous vous rappelez déjà que la peinture de Giorgione, c'est une peinture qui est à la fois lumineuse, on a l'impression que comme une espèce de poussière d'or qui enveloppe les silhouettes et les paysages. Eh bien, chez Titien, il y a cette poussière d'or au départ, mais si je poursuis l'image, c'est comme s'il mêlait à la poussière d'or de Giorgione un peu de poussière de suie. C'est-à-dire que le sombre est là dès le départ. Et il y a une espèce, si vous me passez l'expression, de lumière sombre chez Titien. Et en fait, au fur et à mesure que les années avancent, eh bien, les tableaux de Titien s'assombrissent, et ils s'assombrissent également peut-être parce qu'il vit longtemps. Et donc Titien est un survivant. C'est un homme qui survit à son époque, c'est un homme qui enterre ses 2 femmes, qui enterre sa fille, qui enterre tous ses amis, qui voit le déclin de Venise arriver, qui voit la guerre civile en Italie. Et donc, on a cet assombrissement progressif de son œuvre, en même temps que, sans perdre du tout la vue complètement, sa vue se trouble, et donc on a une perte de netteté dans ces tableaux. Et c'est vrai qu'à la fin, l'expression peindre avec des balais de sorcières, c'est une expression contemporaine hein, des premiers analystes hein, qui disent, voilà, comme s'il peignait avec un pinceau énorme. Et effectivement, il se rapproche de la toile et il peint, y compris avec ses doigts, donc sur des formes qui sont d'une puissance qui n'est plus du tout optimiste comme au début du XVIe siècle, mais qui est voilà, la vision d'un homme qui en a beaucoup vu.